Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie du chapitre qui va porter sur le mouvement des projectiles lancés obliquement, c'est-à-dire lancés sous un certain angle par rapport à l'axe des X. D'emblée, je tiens à vous souligner que l'analyse du mouvement des projectiles lancés obliquement est semblable à celle du mouvement des projectiles lancés horizontalement. La seule différence est que la composante verticale de la vitesse initiale v et y n'est pas nulle. L'information relative au vecteur vitesse initiale est souvent fournie en coordonnées polaires, c'est-à-dire avec la valeur de la grandeur de la vitesse résultante VI et la valeur de l'angle d'inclinaison de ce vecteur vitesse résultante par rapport à l'axe horizontal. Ces coordonnées polaires ne sont pas intégrées dans les équations utilisées pour l'étude des mouvements des projectiles. D'où l'importance justement de transformer ces coordonnées polaires en composantes V et X et V et Y au début de chaque démarche de résolution d'un problème de mouvement des projectiles lancés obliquement, puisque V et X et V et Y sont intégrés dans les variables qui composent les 5 équations du mouvement des projectiles. Ainsi, au départ, nous avons les coordonnées polaires qui sont composées du vecteur vitesse VE et de la valeur de l'angle d'inclinaison par rapport à l'axe horizontal tel que l'illustre le schéma que vous voyez sur votre écran. Donc, pour trouver la composante Vx, on peut utiliser la relation de cosinus qui est égale côté adjacent divisé par l'hypoténuse et qui correspond dans notre cas à Vx divisé par VE résultante, ce qui donne Vx est égal à VE résultante fois cosinus θ. De la même manière, on peut utiliser pour trouver VY la relation de sinus θ qui est égale côté opposé divisé par l'hypoténuse et qui correspond dans notre cas à VY divisé par VE résultante, ce qui donne finalement VY est égal à VE résultante fois sinus θ. Avant de parler de la démarche à suivre pour toute étude d'un mouvement de projectile lancé obliquement, il est important de caractériser la trajectoire des objets lancés obliquement afin de déceler les points de similitude et de différence entre le mouvement des projectiles lancés horizontalement et le mouvement des projectiles lancés obliquement. Ainsi, la figure que vous voyez sur votre écran illustre bien l'allure générale de la trajectoire d'un projectile lancé obliquement. De cette illustration, on constate que le projectile lancé obliquement a ses coordonnées polaires qui correspondent à la vitesse initiale résultante VI et son angle d'inclinaison par rapport à l'axe horizontal. Ces coordonnées polaires sont aussi exprimées en ses composantes Vx et VY. On remarque que la composante Vx reste constante tout le long du mouvement, comme le montre bien la grandeur du vecteur vitesse Vx sur l'illustration. Par contre, la composante VY diminue à mesure qu'on s'approche du sommet de la trajectoire, où cette vitesse VY est nulle. Ensuite, cette même vitesse augmente à mesure qu'on s'approche du sol. On constate aussi que la grandeur du vecteur vitesse initiale et ses composantes sont égales respectivement aux grandeurs des vecteurs vitesse finale et ses composantes, mais de sens opposé, d'où le fait que VE est égal à moins VF. Enfin,
On observe bien que la trajectoire est symétrique et a la forme d'une parabole, ce qui fait que la durée de montée est égale à la durée de la descente. Donc, le projectile revient au sol à la même vitesse que celle qu'il avait en partant si les points de départ et d'arrivée sont de la même hauteur, bien entendu. Pour finir, la description de la trajectoire d'un mouvement de projectile lancé obliquement, nous avons aussi un terme qui porte le nom de la portée et qui correspond à la distance horizontale parcourue par le projectile entre le point de départ et le point d'arrivée. Cette portée peut être calculée par la formule mathématique suivante. Nous avons donc la portée qui est égale à VE au carré sinus de θ divisé par l'accélération gravitationnelle. Maintenant, pour toute étude d'un mouvement de projectile lancé obliquement, on suit exactement la même démarche que nous avons utilisée pour l'étude de mouvements de projectiles lancés horizontalement. Tout d'abord, c'est important de répertorier l'ensemble des variables régissant le mouvement des projectiles à l'étude dans un tableau tel que vous le voyez sur votre écran. Ensuite, on inscrit les valeurs des variables connues dans ce même tableau avant de répondre à toute question d'un exercice sur le mouvement des projectiles. Il est important de considérer que Vx est égal à Vfx du fait que le mouvement des projectiles se caractérise par un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe des x, ce qui fait que la vitesse reste constante et que son accélération est nulle. Cependant, sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des Y, le mouvement des projectiles se caractérise par un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ce qui fait que la vitesse varie et son accélération reste constante, elle est égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Comme dans les cas du mouvement des projectiles lancés horizontalement, on pose aussi TE est égal à 0 car on considère le temps initial comme l'origine temporelle du mouvement. Également, on pose XE est égal à 0 puisqu'on considère la position initiale comme l'origine du départ du mouvement sur l'axe horizontal. De la même manière, on pose YE est égal à 0 puisqu'on considère la position initiale verticale YE comme origine de départ du mouvement de projectile sur l'axe vertical. Enfin, pour le reste des variables qui sont inconnues, elles sont à trouver selon l'énoncé de chaque exercice. Maintenant, on passe à l'exercice d'application dont l'énoncé est le suivant. Un joueur de soccer botte le ballon avec une vitesse de 20 mètres par seconde à 25 degrés au-dessus de l'horizontale. Combien de temps le ballon prend-il pour atteindre sa hauteur maximale? Quel est le temps de vol? Quelle distance parcourt le ballon horizontalement? Quelle est la valeur de la vitesse du ballon au moment de toucher le sol? Et enfin, quelle est l'orientation du vecteur vitesse au moment de toucher le sol? Pour bien visualiser le problème, commençons par schématiser les données de l'exercice, à savoir notamment la trajectoire courbe du ballon, les coordonnées polaires et ses composantes Vx et Vy, et enfin la hauteur maximale de la trajectoire du ballon. Maintenant, la prochaine étape consiste à répertorier l'ensemble des variables qui régissent le mouvement des projectiles dans un tableau tel que illustré sur votre écran. Ensuite, on va inscrire les valeurs des variables connues sur ce même tableau avant de répondre aux questions de l'exercice. Ainsi, on pose TE est égal à 0 comme origine temporelle du mouvement.
On pose aussi XE est égal à 0 car on considère la position initiale XE comme origine du départ du mouvement sur l'axe horizontal. Également, on pose YE est égal à 0 parce que on considère que la position initiale YE comme origine du départ du mouvement sur l'axe vertical. On pose aussi l'accélération sur l'axe des X à X est égale à 0 mètres par seconde au carré, car l'axe des X est régi par un mouvement rectiligne uniforme. Également, on pose l'accélération sur l'axe des Y à Y est égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré, car l'axe vertical est régi par un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Aussi, on pose VY est égal à 0, car au sommet de la trajectoire, il n'y a pas de mouvement vertical. Et à cet instant même, le vecteur vitesse est horizontal. Maintenant, à partir des coordonnées polaires que nous avons dans les données de l'exercice, on peut trouver les composantes VEX et VEY. Donc, à partir de la relation VEX est égal à VE cosinus 25 qui est égal à 18,1 mètres par seconde et qui est également aussi la valeur de la vitesse finale sur l'axe des X, c'est-à-dire VFX, puisque la vitesse est toujours constante sur l'axe des X qui est régi par le mouvement rectiligne uniforme. On trouve finalement VEY à partir de la relation VEY est égal V fois sinus 25 degrés qui nous donne une valeur de VEY qui est égale à 8,45 mètres par seconde. Nous venons donc d'inscrire l'ensemble des valeurs des variables connues. Maintenant, pour répondre à la première question qui consiste à trouver le temps final à la hauteur maximale de la trajectoire, on utilise l'équation numéro 1 du mouvement rectiligne uniformément accéléré, à savoir VEY est égal à VEY plus A delta T. Nous avons l'ensemble des valeurs des variables qui composent cette équation. Il suffit de faire l'application numérique pour trouver le temps final est égal à 0,862 secondes. Comme la trajectoire est symétrique, donc le temps de montée est égal au temps de la descente, ce qui fait que le temps total du ballon dans l'air est égal à 0,862 secondes fois 2 qui nous donne le temps total dans l'air du ballon est égal à 1,72 secondes. Pour les questions qui restent, l'instant final à considérer est celui auquel la balle s'apprête à entrer en contact avec le sol, que nous venons d'ailleurs de calculer et qui est égal à 1,72 secondes. Cette valeur correspond au temps total du ballon dans l'air. Donc maintenant, on va réinscrire l'ensemble des valeurs des variables régissant le mouvement des projectiles sur le tableau, à l'exception de XF et de VY que nous n'avons pas encore calculés. Maintenant, pour les calculs de la distance horizontale parcourue par le ballon, on utilise l'équation numéro 1 du mouvement rectiligne uniforme et comme nous avons toutes les valeurs des variables de l'équation, l'application numérique nous donne la valeur de XF qui est égale à 31,1 mètres. Ensuite, pour calculer la vitesse finale du ballon au moment de toucher le sol, on utilise l'équation numéro 1 du mouvement rectiligne uniformément accéléré qui VFY est égal à VEY plus AT. L'application numérique
nous donne VF est égal à moins 8,45 mètres par seconde. La valeur de cette vitesse met en évidence la symétrie de la trajectoire. En effet, le ballon revient au sol à la même vitesse qu'il avait au départ. Cette symétrie est due au fait que la trajectoire a la forme de la parabole. Ensuite, on peut calculer la norme de la vitesse ou la vitesse résultante VF en utilisant la relation de Pythagore, à savoir VF est égal à racine carrée de VFY au carré plus VXF au carré. L'application numérique nous donne la valeur de la vitesse VF résultante qui est égale à 20 mètres par seconde. Enfin, on calcule l'orientation de la vitesse VF par la relation de la tangente alpha qui est égale à VYF divisé par VXF, qui correspond aux valeurs de moins 8,45 divisé par 18,1 mètres par seconde, ce qui nous donne une valeur de θ qui est égale à moins 25 degrés. Le signe moins de la valeur de l'angle signifie que le vecteur vitesse est dirigé à 25 degrés en dessous de l'horizontale, comparativement au départ du mouvement où le vecteur vitesse est dirigé à 25 degrés au-dessus de l'horizontale. Voilà, donc nous venons de terminer l'ensemble de la théorie du chapitre portant sur le mouvement des projectiles. Maintenant, il vous reste à faire les exercices de votre cahier d'activité portant sur le mouvement des projectiles lancés obliquement, y compris la consolidation. N'hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention.